Madame m'a emmené à Victoriaville. J'étais à Victoriaville. Vous connaissez Victoriaville? Juste, c'était le mot. J'étais à Victoriaville. La madame, elle m'enligne. Et comme toi, viens d'où parler de même? Mais tu sais, moi, je suis honnête dans la vie. Je prends le temps. Fait que je regarde la madame, je fais, moi, je viens de Drummondville. Puis elle dit, non, passera pas. J'étais comme, mais là, c'est ça, là. C'est pas marketplace, cette madame-là. Ça sera pas négociable à ce moment-là de l'histoire. Pis, gars, moi, j'ai un truc pour c'était un truc pour tout le monde. Si jamais par un hasard du Christ dans la vie, tu croises quelqu'un, pis cette personne-là te dit qu'elle vient de Drummondville, prends ça pour du cash, hein? Ah, c'est pas quelque chose qu'elle invente, c'est quelque chose qu'elle avoue, OK? Elle est vulnérable devant toi, là. Donne-y un deux, OK? Quel genre de petite fille étiez-vous? Oh my God. Premièrement, arrêtez de me vouvoyer. Deuxièmement, tu peux continuer, j'aime ça, ça me rend importante. J'étais quand même curieuse. Moi, j'ouvrais toutes les armoires. Ma mère était tannée, j'allais chez ma grand-mère, j'ouvrais toutes les armoires. J'étais bien curieuse. Je voulais savoir, je voulais voir, je voulais fouiller, ouvrir les garde-robes chez le monde. C'était gossant quand même, je pense. Moi, j'ai refusé un emploi le mois passé parce que le boss était lourd. Il était comme, hey, viens travailler pour nous autres, ça va être le fun. On va te faire plein d'heures supplémentaires, pas payées. T'auras pas le matériel nécessaire pour faire ta job adéquatement, mais que t'as pas ma chanceuse, il y a quasiment plus d'amiante dans les murs. Est-ce que devenir humoriste, c'était votre métier de rêve, étant jeune? C'est quelque chose qui me passionnait vraiment quand j'étais jeune, mais on dirait, je pensais pas que je pouvais faire ça. Fait que j'ai comme jamais rêvé. J'étais comme, je faisais juste ça, le fun, mais ça avait l'air tellement long. J'ai jamais pensé faire ça, mais jamais ça. Je savais pas que je voulais faire. Ça me traumatisait bien. Est-ce qu'il y a des humoristes qui vous ont inspiré? Moi, j'ai beaucoup aimé en grandissant voir Kat Levac, Sam Breton, Simon Leblanc, Lou José Hood, Laurent Paquin, il y en avait toutes, là. J'écoutais toutes. C'est ça, j'ai refusé un poste d'enseignante au primaire. Ils ont comme pas le droit de tomber malade. Tu sais, quand tu peux même plus te permettre un petit cancer, prendre congé de ta job. Moi, ma mère est prof, elle essaie de me convaincre. Elle était comme, hey, viens travailler dans mon école, ça va être le fun. Eu le même feeling que si quelqu'un m'avait dit, hey, viens jouer de la musique sur le Titanic, ça va être le fun. Parlez-nous de votre expérience à l'école de l'humour. Je suis allée à l'école de l'humour, ça c'est 2 ans. Puis ça, ce qui est le fun avec l'école, ce que je me suis rendu compte après, c'est que je me suis fait plein d'amis. C'était le fun de travailler en groupe, puis de voir les autres évoluer, puis d'être content pour d'autres personnes, puis de retravailler quelque chose, de recevoir des commentaires aussi. Ça, c'était le fun. J'ai beaucoup aimé ça. De quoi parle surtout votre spectacle Chien dents? Oui, c'est bien comme ça se dit. Le spectacle Chien dents, ça parle beaucoup de... My God, j'ai de la misère à mettre le mot, mais c'est beaucoup de... Hey, rendu là, j'aimerais tellement savoir de quoi il parle mon spectacle. Là. C'est absurde, je suis pas capable de le résumer, mais c'est ce qui est différent des autres que j'aime. Puis qu'est-ce qui... C'est ma première partie, Charles-Antoine. Filmez-le, il y a un petit béret, il est le fun. De quoi il parle le spectacle, Charles? Hein? De quoi il parle le spectacle? De ce que t'es. De ce que je suis. Comment tu pousses dans la vie. De comment je pousse dans la vie, à ce qui paraît. Viens t'asseoir, Charles. Charles, viens t'asseoir. Oui, j'arrive. Après un village, pas élever un enfant pis une famille pour te le fucker. Mégane Brouillard, Chien dents. La bonne femme, elle m'a laissé une gueule croche, elle pense que je vais parler de reste. Plus de 90 000 billets vendus. Toi, t'es lesbienne parce que t'écoutes le hockey féminin. Toi, tu penses-tu que tout le monde qui écoute Harry Potter, c'est des sorciers? Les critiques sont unanimes. Là, moi, j'ai la ride, là, tu sais, entre tes deux sourcils, là, la ride ici, là, la ride de... T'es-tu conne ou tu fais semblant, là? En tournée partout au Québec. Billets en vente sur méganebrouillard.com.
Comment trouvez-vous votre inspiration pour faire rire? La vie est tellement drôle, là. Les gens, le monde, les expériences que je crois. J'essaie de vivre des affaires, tu sais, d'être ouvert à la vie, d'aller vivre, de rester curieux. Je pense que c'est ça qui est important. Y a-t-il des sujets dont on ne peut pas rire selon vous? Je pense que tu peux rire de tout. C'est juste des fois, ça vient avec des conséquences. Puis c'est comment tu l'abordes, surtout, qui est important, je pense. Je m'appelle Mégane Brouillard et j'ai la chance d'être une des seules qui sont brigadières de fin de semaine. Bienvenue dans le travail! Oui, on travaille là. Dans le fond, le territoire que j'ai à couvrir, c'est après ici. Fait après le cul-de-sac. Est-ce que vous avez le trac parfois quand vous êtes sur scène? Sur scène, il est trop tard. Sur scène, il est trop tard. T'es là, puis c'est tout. Va falloir que tu mettes la pédale au fond, puis t'avances. Mais des fois, je suis stressée, mais je pense que c'est bon, le stress. Et le stress, c'est juste ton énergie qui se ramasse pour être au meilleur de tes capacités. Fait que ça m'arrive souvent d'être stressée, mais ça veut juste dire que je suis à quelque part qui m'excite. Fait que c'est une bonne affaire. Quel compliment aimez-vous le mieux recevoir en lien avec votre métier? T'es drôle. Je te dirais, ça serait ça mon compliment préféré. Mais c'est mon compliment préféré dans la vie aussi. Tout, je l'aime beaucoup. T'es drôle, là, c'est le fun, là. Avez-vous des rêves en lien avec votre métier? Moi, j'aimerais ça jouer dans un film. J'aimerais ça jouer dans Deux pères en flic, le 1. Il est déjà sorti, tu me diras, il est trop tard pour moi. J'aurais aimé ça jouer là-dedans. Je sais pas quel rôle précisément, mais tu sais, un film drôle, là, d'été, le fun que tu vas voir, tu peux aller le voir en famille, en amis, tu peux y retourner quand tu veux. J'aimerais ça. J'ai hâte de voir mon deuxième show de quoi il va avoir l'air. Ça me stresse bien haut, parce que je suis comme, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, mais d'un coup, là, je suis rendue nulle. J'ai toujours peur d'être une has-been. Tu sais, une has-been de 25 ans, des fois, ça peut être rough. Est-ce que là, quand vous trouvez des nouvelles idées, est-ce que vous les incluez dans le spectacle qui est là ou vous les gardez pour le prochain? Non, quand je trouve des nouvelles idées, je les garde pour le prochain spectacle. Là, le spectacle, il est comme... je trouve qu'il est de la bonne durée. J'essaie de pas le rajouter. Puis aussi, je veux que les gens qui viennent voir le prochain, ce ne soient pas des vieilles idées qu'ils aient déjà vues. Fait que tout, ce qui est dans le premier est dans le premier, puis ce qui est dans le deuxième, ça reste à voir, puis ça va être nouveau. Aujourd'hui, moi puis mon partenaire s'est posé la question, serait-il possible un jour d'avoir un super pouvoir? On va trouver des personnes qui ont déjà des super pouvoirs. Donc, pour commencer, il y a les nomades de la mer. Eux autres, ce qu'ils peuvent faire, c'est aller dans l'eau pendant 13 minutes sans respirer, puis aller 70 mètres genre, de profond dans l'eau. Ils se trouvent en Indonésie, en Malaisie, puis en Philippines. Il y a aussi ceux qui ont l'insensibilité congénitale, à la douleur. Fait que dans le fond, eux, c'est des personnes qui ressentent juste pas la douleur. Fait que ça, c'est un syndrome génétique qui leur empêche complètement de ressentir la douleur. Ce qui est mauvais pour eux, parce que la douleur, c'est un signe de danger ou d'adrénaline et tout ça, là. Fait que dans le fond, même si ça fait pas du bien, t'en as pas mal de besoin de la douleur. Parce que sinon, ça te donne, ça peut te donner des blessures non détectées ou bien des infections et tout. Donc là, on vous a montré c'était quoi, mais là, pourquoi que ça fait ça? Ben là, les nomades de la mer, eux autres, leur rate est plus grosse que la normale. Ça fait que ils ont plus de globules rouges dans leur sang, puis d'oxygène. C'est ça. Donc là, c'est quoi la rate? Ben, dans le fond, c'est un organe qui filtre le sang puis qui enlève les débris dans le sang. Puis ça aide aussi à combattre les infections. Donc, avec tout ça, ben, ils peuvent garder leur souffle plus longtemps que nous. Là, pour l'analgésie congénitale, eux autres, ben, c'est un problème dans les fibres nerveuses sensibles à la douleur. Ben, c'est quoi les fibres nerveuses? C'est l'axone d'un neurone. Dans le fond, ça transmet l'influx nerveux
d'un corps cellulaire vers un autre. Là, ben c'est quoi ça? L'axone, c'est un fil nerveux qui transporte le signal électrique dans le corps. Puis, c'est quoi l'influx nerveux? C'est un signal électrochimique qui est tout au long, genre, des neurones. Puis ça transmet l'information, comme un messager. Fait que ce serait-tu le fun d'avoir ça dans la vraie vie? Ben, il y a des oui et des non. Fait que, mettons oui, ce serait cool d'avoir ça dans la vraie vie. Tu as des avantages dans le quotidien. Tu peux gagner de la popularité. Tu peux faire des choses spéciales dans la vie de tous les jours que tu ne pourrais pas faire. Tu peux même sauver des gens. Mais aussi, si tu as ça, ben c'est sûr que le monde va connaître ça. Peut-être que le gouvernement, il sera pas trop content de ça. Puis il veut peut-être te mettre en prison. Il va peut-être faire des expérimentations sur toi. Il peut peut-être... c'est ça. Ça te donne plein de responsabilités que tu veux peut-être pas dans la vraie vie. Aussi, ça fait des impacts sur le monde, ça. Fait que, mettons, disons, ils te capturent. Ben là, il va y avoir plein de guerres politiques, sociales, puis tout ça. Fait que, genre, tout le monde va se battre pour essayer de t'avoir dans un certain domaine ou dans des travaux à faire. Ou, c'est ça, là. Fait que, il va peut-être essayer d'être cloné en laboratoire. Il va peut-être... il y a plein d'affaires que tu veux pas qu'ils vont essayer de faire, là. Fait que, est-ce que tu veux avoir ça? On le sait pas. Mais en conclusion, il y en a qui ont des super pouvoirs, mais c'est pas tout le temps extraordinaire à avoir. Fait que, est-ce que dans le futur, on va avoir d'autres super pouvoirs? Ça a resté, mais on se pose la question toujours. Bonjour, moi, mon nom c'est Aslan. Et moi, Bernadette. Nous, notre sujet, c'est comment les huîtres produisent leurs perles. On va commencer avec les sortes de développement, ensuite les types et après un vrai ou faux. Donc, il existe deux sortes de développement, les perles naturelles et les perles de culture. On va commencer avec la première façon, les perles naturelles. Donc, pour les perles naturelles, tout commence quand un petit grain de sable ou un corps étranger est infiltré dans l'huître. Et irrité par ce danger, l'huître veut l'isoler, donc créer un sac perlier autour. Et ce sac perlier, ça fait une substance appelée la nacre, comme ça. C'est aussi ce qui est sur la coquille de l'huître. Et c'est fait de carbonate de calcium. Ensuite, la deuxième façon est les perles cultivées. Les perles cultivées, c'est pas mal exactement la même chose que les perles naturelles. La seule différence, c'est au lieu que ce soit par accident qu'un grain de sable rentre dans l'huître, c'est un humain qui va aller l'insérer pour provoquer la réaction. On peut retrouver ces perles dans des fermes perlières. Ils ont des milliers de mollusques pour, en vrai, faire plein de perles. OK, donc je vais vous dire c'est quoi les trois types d'huîtres perlières les plus courantes. Donc, premièrement, Akoya, comme ceux-là. C'est ceux-là qu'on voit le plus souvent, comme sur les colliers et tout. Ils sont blanches, mais ils peuvent varier selon plusieurs reflets. Et ils sont faits dans les eaux salées du Japon et de la Chine. Ils prennent environ de 1 à 2 ans pour se développer. Après ça, on a les perles noires de Tahiti. Ceux-là sont faits par l'huître à lèvres noires. Et depuis la naissance de l'huître jusqu'à la formation de la perle, il peut s'écouler environ 5 ou 6 ans. Pour finir, on a les perles d'eau douce, que eux sont faites dans les sources d'eau douce, comme les lacs. Puis le temps de développement peut varier selon la taille de perle désirée. Ensuite, avant que vous distinguiez c'est quelles les vraies et les fausses perles, je vais vous dire comment. Donc, une vraie perle varie de taille et de forme. Elle est souvent de couleurs différentes, mais des couleurs trop vives sont souvent pas des vraies. Aussi, la texture d'une vraie perle est plus rugueuse à cause du nacre qui compose la perle. Salut, moi c'est Idae. Moi c'est Liam. Aujourd'hui, la question que mon partenaire et moi nous sommes posés, c'est qu'est-ce qui va plus vite entre un tir de soccer et un tir de hockey? Est-ce que je peux faire une hypothèse, moi? Ben, si on a te demander la question, Marc-Antoine. C'est ça que je vais me demander. Ouais. Moi, je dirais le tir de hockey. OK.
Donc là, on va plus précisément vous parler de comment certains facteurs peuvent aider à la vitesse d'un ballon de soccer ou une rondelle et quels sont les tirs les plus vite jamais enregistrés des deux sports. Une rondelle de hockey va considérablement plus vite qu'un ballon de soccer, avec des vitesses allant jusqu'à 160 km/h pour la rondelle, tandis que les ballons de soccer ne dépassent généralement pas environ 130 km/h. Hein? Les vitesses sont dues à des facteurs comme le poids, la forme et la manière dont l'objet est propulsé. Donc là, on va vous parler des records de vitesse pour les deux sports. Surprenamment, le record de vitesse pour le ballon de soccer jamais enregistré par la FIFA est de 211 km/h. Cette performance a été réalisée par le joueur brésilien Ronnie Eberson, ici, en 2006, lors d'un match avec le Sport Club de Recife, tandis que le tir le plus rapide jamais enregistré au hockey a été réalisé par Denis Gurianov, un tir de 177 km/h qui joue pour les Stars de Dallas, juste ici. Dans un match en 2020, mais ça n'a pas été coté pour un vrai record parce qu'il manquait de technologie pendant le match. Donc, ils l'ont remis, le record revient à Zdeno Chara, joueur des Bruins de Boston. Pendant un match de 2012, il a réalisé un tir de 175 km/h et pendant un match des étoiles. Le ballon de soccer est beaucoup plus lourd que la rondelle. Plus un objet est massif, plus il faut d'énergie pour l'accélérer à une grande vitesse. Le ballon de soccer est gros puis il prend genre l'air. Fait qu'il subit une résistance aérodynamique plus importante que la rondelle. En général, une rondelle de hockey va considérablement plus rapidement qu'un tir de ballon de soccer normaux. Mais en extrême, le record de tir de soccer 211 km/h est supérieur à celui du hockey. Fait que le facteur clé, c'est l'énergie du joueur, plus la résistance, de la forme de la masse puis l'air de l'objet, genre. Puis comment cette énergie est transférée, c'est ça. Alors, on en conclut que la rondelle de hockey va généralement plus rapidement que le ballon de soccer, mais que le joueur de soccer qui a tiré cette balle à 200 km/h et plus a réalisé l'impossible. Elle, c'est Loïse et moi, c'est Maë. Nous nous sommes demandé comment reflètent les miroirs et qui les a inventés. Commençons par le commencement. Le premier miroir a été créé en moins 6000 avant Jésus-Christ, avec une pierre nommée l'obsidienne. Il ressemblait à ça. Les nobles voulaient créer une façon de se voir dans un reflet d'eau sans avoir besoin de sortir à l'extérieur de chez eux. En continuant avec l'histoire, nous allons vous expliquer les matériaux utilisés de 1835 à aujourd'hui. Les matériaux sont soit de type métallique, comme par exemple le fer, l'acier et l'aluminium, organiques, comme par exemple le bois, le coton, le cuir et le plastique, minéraux, comme par exemple la pierre, le sable, le verre, la céramique et le béton, et aussi de composites qui sont des mélanges de différents matériaux. En 1835, Justus von Liebig, comme vous pouvez voir juste ici, invente le miroir argenté moderne, remplaçant l'étain et le mercure par une couche d'argent. Ce procédé a permis de créer des miroirs plus abordables, moins toxiques et qui conduit à la démocratisation. Comme vous pouvez voir juste ici, Justus von Liebig est né en 1803 et est décédé en 1873, ce qui veut dire qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc, Justus von Liebig a révolutionné le miroir dans l'histoire entière. Pour continuer, les miroirs réfléchissent la lumière grâce à leur surface métallique, argent ou aluminium, qui absorbe et ramène les photos dans toutes les directions. Ce phénomène est appelé réflexion spéculaire. La lumière provenant d'un objet frappe le miroir et est renvoyée comme une version de l'observateur. Donc ici, on peut voir le point d'incidence. C'est
la surface du miroir, l'argent ou l'aluminium. La droite normale, c'est la lumière qui vient refléter dessus et ça crée l'angle de réflexion. Donc ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut se voir. Et l'angle de réflexion, c'est qu'est-ce qui fait qu'on voit notre reflet. Donc, par exemple, ici, si je le tiens comme ça, c'est pas devant moi, donc je suis pas capable de voir mon reflet. Tandis que si je le mets comme ça, je suis capable de voir mon reflet. Les ambulanciers aussi utilisent les miroirs, comme par exemple, juste ici, sur le devant du véhicule, ils vont écrire ambulance à l'envers afin que les automobilistes puissent voir le mot à l'endroit. Pour conclure, on a choisi ce sujet parce que c'est un objet du quotidien qui nous intriguait. Moi, c'est Félix, lui, c'est Jérémy, puis on va vous présenter comment faire l'effet Magnus au soccer. Ben, pour commencer, pour faire l'effet Magnus au soccer, il ne faut pas frapper la balle au centre, mais plus ici sur le côté qui va lui donner une rotation en l'air. Puis en l'air, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va donner deux pressions de chaque côté qui va pousser la balle. C'est ça qui va faire tourner la balle pour qu'elle aille vers le but. Fait que moi, ça va être quand j'aime utiliser l'effet Magnus. J'aime ça pour contourner des murs défensifs sur un coup franc ou juste impressionner avec tes amis. Là. Roberto Carlos, un joueur quand même connu par son coup franc, il appelle l'effet Magnus le coup de banane. C'est lui qui l'a popularisé. Aujourd'hui, à Scolaire Le Monde, on présente l'exposition de Léa Bergeron. Eliane, je sais pas c'est quoi ton nom de famille. Sony. OK. Notre sujet, c'est... Qu'est-ce qui se passe avec le corps après la mort? Le corps subit des changements physiques immédiats, comme la baisse de température et la rigidité du corps, suivi d'un processus de décomposition complexe. Il y a les premières heures, c'est la post-mortem, que en fait, c'est comme une accumulation de sang puis un refroidissement du corps. Après, les jours suivants, il y a l'autodestruction des cellules avec des taches sur l'abdomen. Après ça, il y a les cheveux puis les ongles qui s'enlèvent puis les organes qui s'éclatent. Après, c'est la momification. En milieu sec, le corps se déshydrate complètement en préservant le corps. Puis la squelettisation, que les tissus ils s'enlèvent puis il laisse juste les os. Bonjour, mon nom est Thomas et voici mon coéquipier Jordan. Salut. Nous allons vous expliquer comment devenir un meilleur joueur de ping-pong aujourd'hui. Premièrement, mon ami Jordan va vous parler comment la raquette est faite. Étape 1, pour tenir une raquette, on met notre pouce en haut du manche, comme ceci. Étape 2, on met notre index sur le bas du revêtement, comme ceci. Et c'est bon, maintenant vous savez comment tenir une raquette. Moi, je vais continuer avec les effets. L'effet 1, l'effet coupé, consiste à frotter la balle sur le côté pour changer sa trajectoire au rebond. Il y a aussi l'effet lifté, c'est frotter la balle par-dessous, derrière, en avant. Puis il y a l'effet latéral, c'est un mouvement de bas en haut et d'arrière en avant. Pour finir, il y a l'effet dévié, c'est une rotation sur son axe vertical qui fait changer ta trajectoire au rebond. Je vais continuer avec David Foster. Le ping-pong n'a pas de réel inventeur, mais David Foster est le premier à avoir commercialisé ce jeu en 1890. Il est originaire d'Angleterre et il est né en 1848. OK. Moi, je vais continuer avec la raquette. La raquette est faite d'une parcelle en bois ou en composite, juste ici. Elle est faite aussi de plusieurs couches de plaquage de bois pour constituer le manche, comme c'est ici. Elle est faite de couches de mousse intégrées juste en dessous du revêtement et d'un revêtement en caoutchouc pour faire rebondir la balle. Je vais continuer avec la matière de la table. Elle est faite de bois aggloméré. Aggloméré, ça veut dire très compacté, comme ceci, juste ici.
aussi d'une structure en acier ou en aluminium. Ça dépend des tables. Moi, je vais continuer avec ma langue, surnommée le dragon, dû à sa force exceptionnelle et à son très haut niveau de jeu. Il est né le 20 octobre 1998 à Hanchang, en Chine. Il a remporté 6 médailles d'or olympiques, 3 titres du champion du monde. Et comme je viens de vous le dire, il est surnommé le dragon puis il est de nationalité chinoise. Voici une photo de ma langue. Je vais continuer avec la table de ping-pong. Elle mesure 108 pouces de long, 60 pouces de large et 29,921 pouces de hauteur. Vous avez sûrement déjà mangé du beurre, de la crème glacée, du yogourt, du lait. C'est pour ça que moi et mon ami, on s'est demandé qu'est-ce qui influence les composantes du lait des vaches. Bon, pour commencer, il faut savoir d'où vient le lait. Le lait, il va venir de la vache. Elle va commencer bébé. On appelle ça une génisse. Elle va grandir. Environ 2-3 mois plus tard, elle va devenir une tare qu'on appelle. On va y insérer une graine de vache dans son utérus pour qu'elle puisse avoir un bébé, parce que sinon, elle ne peut pas donner du lait. Et puis, elle va grandir. Elle va donner du lait, qui va être envoyé directement dans un bol tank, un gros réservoir de lait, qui va être stocké environ 1 ou 2 journées avant d'être envoyé directement dans un camion-citerne pour l'usine. Et à l'usine, il y a une centrifugeuse comme celle-ci, 100 fois plus grosse, qui va vraiment séparer le lait et le gras pour, avec le gras, faire du beurre, plein d'autres choses. Et puis... la génétique, ce qu'il faut savoir, au Canada, on a 10 races de vaches, environ 10 races de vaches. Et nous, on a décidé de choisir les 2 races de vaches les plus populaires, dont la Holstein et la Jersey. Moi, je vais vous parler de la Holstein. La Holstein a 87% d'eau dans son lait, 4,8% de glucides qui est du sucre, 3,9% de matière grasse et 3,2% de protéines. 0,7% de minéraux et la sorte de vitamine, c'est des ADB. Maintenant, je vais vous parler de la Jersey. C'est une vache plus petite, avec des caractéristiques physiques beaucoup différentes de la Holstein. La Jersey contient 84% d'eau dans son lait, 5,1% de matière grasse, 4,8% de glucides, c'est comme du sucre, 3,7% de protéines. C'est plus riche en calcium que la Holstein. Les phosphores, c'est des minéraux qu'elle contient dans elle, dans son ventre, comme. Puis les vitamines, c'est des ADB comme la Holstein. Et puis l'alimentation maintenant. C'est une vache ruminante, herbivore, parce qu'elle n'a pas d'incisive en avant pour pouvoir couper ce qu'elle va manger. Donc, elle est obligée de mâchouiller plus longtemps avant de pouvoir avaler ce qu'elle consomme. Bon, la nourriture des vaches, c'est de l'ensilage de maïs, qui est une plante quand même grande, qu'on va venir broyer avec une machine, puis on va venir stocker dans un silo, puis ça va devenir un petit peu plus humide pour que les vaches le mangent plus. Alors ça, on a de l'ensilage de foin. C'est comme de l'herbe, on peut dire, pour les gens qui ne connaissent pas ça. Puis c'est plus grand. Puis on va venir le broyer aussi avec une machine. Puis on va venir le stocker dans un silo. Puis ça va faire que l'ensilage de foin va devenir plus humide pour que les vaches, ils mangent plus ça. Nous avons aussi comme des vitamines. Des vitamines pour donner comme si on donnait des vitamines à un humain. Alors ça, on a du blé. C'est maintenant, en 2026, c'est plus rare qu'on va donner ça aux vaches. On va plus le vendre. On va plus le vendre. Alors ça, on a du maïs. On va venir le mélanger avec l'ensilage de foin et l'ensilage de maïs pour que ça rajoute un peu de saveur. Alors ça, on a l'orge, qui est encore en 2026. C'est un peu plus rare qu'on va donner ça aux vaches, mais on va venir le vendre. Puis par jour, on a 54 kg de nourriture, puis 60 litres d'eau. Fait que la vache, elle mange tout ça en une journée.